Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum, Total 3. Vous allez voir que sur des aspects techniques, on est sur des vraiment très belles, une très belle configuration pour un rebond substantiel, éventuellement cassure de l'ATH pour les prochains jours. Il y a 2-3 petites choses qui éventuellement peuvent nous emmener vers des territoires bearish, mais vous allez voir que sur tous les domaines, donc je dirais technique, fondamentale et sentiments, elles sont relativement faibles, entre guillemets. Allez, intro. Alors, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est-à-dire que les affiliations que vous avez en description de la vidéo, c'est-à-dire également que si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour avoir une vidéo supplémentaire par jour, je fais en général soit 2 altcoins par jour. Hier, par exemple, j'ai fait toute une vidéo sur la fiscalité, donc la fiscalité, comment sortir en crypto, etc. Tout ça est réservé tout simplement aux personnes qui sont affiliées, c'est-à-dire vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ou alors vous venez sur le Discord pour vous renseigner sur comment vous affilier. Allez, on passe sur le BTC face au dollar en daily et vous allez voir que c'est relativement propre en termes de l'endroit où on rebondit, comment on rebondit, etc. Alors, ici sur la structure, et c'est ce qu'on avait dit, bon déjà la grande structure, on en a parlé hier, on va pas revenir dessus, etc. Mais on a rebondi sur la trend, entre guillemets, qu'on va appeler la trend daily ici, et on a eu une perte en fait finalement de la trend la plus agressive, c'est celle-ci, la orange ici, et ça on l'avait prédit également. Vous voyez que quand le prix la perd, finalement là il est revenu retester le haut. Ensuite, eh bien, on dump jusqu'à la zone de liquidité qu'on avait prédit. On rebondit sur la trend, ici, la moins agressive des deux, et pour l'instant, il semblerait que se mette en place un rebond. Donc, techniquement, c'est très propre, en tout cas par rapport à, on va dire, tous les scénarios en 1 heure qu'on avait établis hier. À la seule différence que... alors déjà, on ne touche pas pile poil, on a une baisse, hein, effectivement, il n'y a pas de souci avec ça, mais on ne touche pas pile poil ce qu'on avait dit comme étant la target de cette épaule, tête épaule là, au moment où on la perd. Ça, c'est la première chose qui éventuellement peut nous dire, pourquoi pas finalement faire ça et repartir. Maintenant, la trend a parlé. Pour moi là, on n'est pas sur un niveau à proprement parler, on va dire en 1 heure en tout cas. Par contre, on a mangé une partie de cette imbalance là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, et elle est importante à comprendre, c'est que hier, on avait dit qu'on s'attendrait potentiellement à une raquette de liquidation. Ce qu'on appelle une raquette de liquidation, c'est typiquement un coup d'essuie-glace comme ceci. Alors, hier, moi, j'avais dit que je le voyais plutôt vers le bas et ensuite vers le haut. Et on a fait l'inverse, on a fait vers le haut et ensuite vers le bas. Mais jusque-là, la liquidation, enfin les points de liquidation ont parlé. Pour le moment, étant donné qu'on est en train, là, ici, je dirais que, voilà, si jamais on redépasse l'épaule droite de cette figure-là, qui, je le rappelle, était bearish, à ce moment-là, si on redépasse l'épaule droite, et vous voyez que ça avait déjà même été fait, donc il y a eu un peu un changement dans la figure, hein, au moment où on a fait ici ce top là-dessus, eh bien à ce moment-là, il est possible que tout simplement on invalide cette épaule tête-épaule, et c'est plus ou moins le cas. Personnellement, j'ai pris aucun trade ici sur cette structure-là. C'est-à-dire que ici je n'ai pas pris le short et ici je n'ai pas pris le long, tout simplement parce que c'est des positions dans lesquelles je suis déjà et que j'avais pas nécessairement envie d'augmenter. Mais si on voit les choses entre guillemets comme un range, plus ou moins comme ceci, vous voyez qu'on a la déviation en haut, la déviation en bas. Les ranges en général sont des figures de continuation, donc je m'attends à ce que potentiellement on vienne tout simplement casser ce point-là. Ici on voyait assez fortement et c'était assez évident, vous le voyez même en 1 heure, que c'était un mouvement de liquidité, c'est-à-dire, bon, on avait en plus retesté ici la trend qui était là, et derrière on est passé au-dessus de la structure, on a pris tout ce qu'on avait à prendre finalement dans les stops shorter, les stops et les points de liquidation, et ensuite le prix se retourne et il nous fait ce superbe essuie-glace. Ce superbe essuie-glace ici, encore une fois, en haut et puis en bas. Rebond sur trend. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est... bon, il y a cet énorme, ici, on va dire, excès. Mais c'est qu'on est en train de regagner, finalement, les points. C'est-à-dire que si, ici, j'avais mis un niveau en 1 heure, vous le voyez,
c'est un niveau 1 heure, et là on est en time frame 1 heure, eh bien ce point-là n'avait pas été pris ici. Ok, puisque on a fait juste une mèche, on n'a pas fait une ouverture et une clôture. Moi, je travaille comme ça, je travaille des niveaux s'ils sont hard closés. Hard closé, ça veut dire une ouverture-clôture au-delà. Et bien, pour le moment, on est peut-être en train de parler là, et on a pour le moment une ouverture, on est en train de pousser. À la fin de l'heure qui arrive, donc dans les 15 minutes qui arrivent, on pourra potentiellement soit décaler ce niveau plus haut, soit tout simplement dire qu'il est fermé. Ensuite, on a ce 4 heures là, qui est le prochain éventuellement à parler, c'est-à-dire une ouverture-clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau, qui pourrait éventuellement parler. On avait bien évidemment également parler du point de contrôle dans cette structure-là, qui est ici, hein, vous le voyez avec un Y et un I. Vous le voyez déjà ici sur le volume profile, mais on est en train potentiellement de repasser le volume profile, enfin le point de contrôle pardon de ce range. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arrive à s'installer au-dessus, ça c'était la zone de rejet potentiel, et encore une fois c'est là que le 1 heure et le 4 heures actuel doit parler, donc on est sur un espèce de moment Nutella ici, pour éventuellement nous dire qu'on est tout simplement en train d'aller prendre le top là-dessus. On va voir sur la liquidité, j'ai pas encore bien regardé ce que ça donne, mais on va voir ce que ça donne sur la liquidité. Je pense qu'on peut invalider ici l'épaule tête-épaule, on peut enlever ici cette ligne de coup là, on peut noter éventuellement la trend actuelle, que pour l'instant on va mettre quelque part par ici. On va pas lui donner de time frame pour le moment. Et en termes de structure, on peut peut-être se dire qu'on est sur une forme de triangle descendant, c'est-à-dire comme ceci. D'accord. Donc on pourrait rejeter là, revenir rechercher ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, prendre toute la boîte de liquidité, tout comme on peut passer au travers, et c'est encore une fois le niveau 1 heure et 4 heures, le signal est tout simplement là-dessus. Étant donné que cette mèche n'a pas pété en 1 heure, à ce moment-là on considère que c'est pour le moment ce niveau qui a rejeté. Il peut rejeter à nouveau bien évidemment là pendant la vidéo, il peut également nous donner finalement quelque chose de l'ordre de l'épaule tête-épaule, même si cette mèche me gêne un petit peu, puisque en fait, finalement, vous le comprenez, les stop shorters ici ont été pris au travers de cette mèche-là. Donc j'aurais plutôt tendance à me dire que dans tous les cas, on est probablement en train de péter un niveau substantiel. Difficile là de dire qu'on pourrait être éventuellement, vous le voyez ici, hein, c'est l'idée, sur un élargissement symétrique de sommet. Ça peut, si on fait fi de cette mèche-là. En général, c'est une figure plutôt haussière. Qui va vous donner 1, 2, 3, 4, 5 vagues, un retest ici sur la 6, une rotation partielle, c'est-à-dire on revient tester ce support-là, 70 500, et derrière on en sort par le haut. Maintenant, de mémoire, il me semble qu'on est autour de 56% de sortie haussière, ce qui n'est pas très bon pour une figure. Autour des 50%, vous aurez compris que c'est pas génial, on cherche plutôt du 60-70, mais Bitcoin nous avait déjà donné ça par le passé. Psychologie de cette figure, c'est quoi? C'est de la liquidité qui, tout simplement, déjà c'est une certaine tension sur le prix, puisqu'on n'a pas de structure là-dedans, hein. Vous voyez qu'on n'est ni haussier ni baissier, c'est un petit peu comme une compression. Il n'y a pas vraiment de structure, je parle ici que pour cette figure, hein, bien évidemment. Mais en soi, Bitcoin nous avait déjà donné ça un petit peu avant, il y a peut-être même un fractal, hein. Bitcoin nous avait déjà donné ça un petit peu avant, c'était il n'y a pas très longtemps, et c'était par ici. C'était par ici, ok. Exactement la même chose. C'est-à-dire, je fais ma 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, ici vous le voyez, on a la 5, rotation partielle, et on en sort par le haut, et là-dessus, la target avait été atteinte. En général, la target, c'est... on va reprendre ici la toute petite structure. En général, la target, donc si on est bien là-dedans, hein, c'est l'amplitude de la figure entière. C'est-à-dire que là, on se dirige probablement là, hein, pour venir prendre la liquidité là. Ensuite, on se calme un petit peu, on vient faire une rotation partielle. En général, ça se passe sur le milieu de la figure, mais parfois, ça se passe un petit peu au-dessus. En général, oui, j'étais sur la target, autant pour moi. C'est l'amplitude entière de la figure. Donc là, on va quand même la mettre en place, la montrer. Pour moi, il y a une mèche qui me gêne un petit peu. Ça, je pense qu'on peut l'enlever. Et une mèche qui me gêne un petit peu, c'est celle-ci, hein, qui dévie un petit peu. Par contre, vous voyez qu'en bas, c'est très propre. Sur le bas, ici. Enfin, c'est plutôt propre. Donc, encore une fois, on appelle ça un mégaphone.
Oui, l'amplitude, autant pour moi, et du coup, on est sur ça. Si jamais on vient à casser, hein, bien sûr, on ne considère que cette figure n'est cassée que si jamais elle casse, bien sûr. 76 000, voilà. Si on vient à casser ici ce qui se passe en haut, et pour le moment, ce qu'on peut éventuellement prédire, c'est de se dire que ça va monter, peut-être revenir sur trend, et ou au milieu, sur la ligne d'Omotesi, je crois qu'on appelle ça comme ça, la droite qui est au milieu de cette figure qui est symétrique, et bien, du coup, on se dirige vers 76 s'il y a cassure ici. Si on arrive à casser le haut de cette expansion, hein, puisque finalement, un élargissement symétrique de sommet, c'est plus ou moins l'inverse d'une contraction, c'est-à-dire une expansion. À ce moment-là, on peut estimer que ça va dans ces eaux-là. Encore une fois, c'est pas une figure qui est géniale en termes de cassure haussière, 56%, mais ça reste une figure bullish. On joue en ce moment pas mal le chartisme parce qu'on est dans un contexte très directionnel. Dans un autre contexte, on va jouer la liquidité. Vous comprenez que ça, c'est une figure de liquidité. Ça reste une figure de liquidité au sens où on vient prendre la liquidité à chaque fois au-dessus et en deçà des points où elle se trouve, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir ça comme un range avec déviation supérieure, déviation inférieure, et ensuite, résolution. Donc, au même titre qu'on joue le chartisme dans la direction, ici vers le haut, on aurait pu jouer la liquidité sur ce range, ok. On va voir on va voir si jamais justement la liquidité colle avec cette figure, c'est-à-dire est-ce que là actuellement j'ai pas mal de monde en haut et est-ce que dans cette montée là au niveau psychologique j'ai un sentiment un peu trop longueur qui va me donner cette fameuse rotation partielle qui va me donner le fait qu'on sorte les longueurs retardataires pour ensuite venir rebondir et finalement casser en haut. Donc on va essayer de rejoindre le côté liquidité et le côté directionnel du chartisme entre guillemets. Ensuite, Ether BTC. Alors pour le moment, il saigne pas mal. On reste sur support, mais on est toujours sur le fait que on avait ici, on était sorti de cette figure, par le haut. On a cassé la distribution qui était celle-ci, mais finalement, on est en train de faire une distribution actuellement qui redevient agressive, quasiment parallèle à celle-ci. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut avouer que Ether est sur un support quand même. Même chose ici, attention, on a le support qui est là, en fait c'est un range également sur Ether BTC, on est là en time frame 2 heures. C'est un range également, on est plutôt bas de range, donc on s'attendrait peut-être à revenir haut de range, mais encore une fois, un range est souvent une figure de continuation, donc attention à ce qu'on ne fasse pas ça, c'est-à-dire je sors de ce range par le bas. Ce qu'on veut voir ici, c'est une figure de retournement à un moment donné. En l'occurrence, figure de retournement qu'on aura peut-être si jamais on construit ça, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne une forme d'épaule tête-épaule, une forme de... Pour le moment, vous comprenez qu'on avait cette compression-là, qui a été perdue par le bas, pour le moment c'est très net, et qui ne nous donne pas nécessairement l'espoir de construire une nouvelle trend qui elle-même viendrait à tenir et viendrait à casser, c'est-à-dire une compression plus grande concrètement. Pour le moment, on a réussi à mettre quasiment à plat finalement ce support-là, et il semblerait qu'il nous montre des signaux de faiblesse. Donc attention à ça. Là où on est sur des points de rebond qui sont vraiment intéressants sur Ether BTC, et bien en même temps, on voit quand même que Ether est en train de saigner par rapport à Bitcoin, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, ça se retranscrit dans Ether contre le dollar, par la perte de cette trend qui était plus agressive que celle-là. On revient sur la trend la moins agressive, un petit peu comme ce qu'a fait finalement Bitcoin, c'est exactement la même chose, sauf qu'il nous affiche quand même un peu moins de force. On peut enlever celle-ci. Pour le moment, c'est pas dégueulasse ici, cette structure est plutôt acheteuse, c'est-à-dire que c'est une structure qui vient nous dire je viens chercher mes longueurs systématiquement, dès que ensuite je viens chercher les shorters retardataires, mais ce faisant, en fait, je construis les conditions éventuelles d'un short squeeze. C'est un flag en fait entre guillemets, donc du coup voilà. Est-ce qu'on a cassé ce flag ou pas? Cette mèche me gêne un petit peu aussi également, c'est-à-dire qu'elle est là, donc du coup on peut pas en faire abstraction. On pourrait éventuellement se dire que sur Ether, ce qui va se mettre peut-être en place, c'est un triangle comme ceci, triangle. Alors ça, on appelle ça un élargissement de sommet à angle droit.
C'est pas un triangle en fait, et c'est une figure plutôt bullish aussi. Donc attention, je pense qu'on va pas trop paniquer ici si on perd la trend initiale sur Ether, puisqu'il nous affiche de la faiblesse par rapport à Bitcoin. On va dire que si Bitcoin corrige, Ether pourrait peut-être corriger plus et aller chercher un petit peu plus bas. Mais en revanche, si on commence à construire ça, et à partir du moment où on casse les 3007, et ben pour Ether, alors on verra ici, c'est difficile de parler d'une figure avant même qu'elle n'arrive. Hein. Ici, voilà, on est quand même un peu en train de mettre la charrue avant les bœufs. Mais voilà, pourquoi pas un flag et une continuation ici, ce qui nous donnerait une target, vous connaissez maintenant, globalement, de dire... en fait, j'ai fait cette montée, j'ai fait cette correction, maintenant je vais faire la même montée que la précédente, hein, c'est un peu ça, un flag. 3009 sur Ether. Sur Ether également, si on arrive à péter ce niveau, hein, c'est un peu le même qui rejette, hein, ici on va le mettre d'ailleurs en avant bien sûr. Même qui rejette que ce qui avait rejeté là, on va se mettre en 1 heure et on va bien le placer. Bah c'est bien. En l'occurrence, ce qu'on veut voir ici, c'est tout simplement de casser ce niveau, donc en time frame 1 heure, et où là, pour le coup, on aura peut-être sous les yeux, alors elle n'est pas extrêmement propre, mais une forme de figure de retournement, pardon, au travers de cela. Hein. Assez souvent, de toute façon, quand vous avez un changement de tendance, vous avez une épaule tête-épaule inversée. Ça paraît logique d'en parler comme ça, mais je préfère le redire. Une épaule tête-épaule inversée, c'est la figure de retournement, on va dire, par excellence. Donc du coup, si on arrive à péter le 1 heure qui est là, on peut éventuellement se dire que la structure va revenir sur les targets d'une TE inversée, c'est-à-dire 4400 sur Ethereum. Donc, il y a des choses à ne pas jouer et des choses à jouer sur Ethereum. J'aurais tendance à dire que du petit trade comme ça à court terme avec un SL très serré, c'est pas une très bonne idée. En revanche, jouer du trade avec peu de levier ou même de l'achat spot, hein, si on casse ce niveau-là à 3006, peut être intéressant pour aller toucher 4004. Personnellement, j'ai une target sur Ethereum qui est plus importante. Ce à quoi on va faire attention, c'est de bien aussi venir casser ça. Mais j'ai une target moi sur Ethereum, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un gros FUD sur Ethereum ou un gros truc qui fasse qu'on met en place un peu ce type de biseau, qui voudrait dire revenir en bas de la figure, 3100. Mais si on arrive à casser ça par le haut, donc à ne pas mettre en place cette figure, 1, 2, 3, 4, 5, et à ne pas rejeter dans cette zone-là, on va mettre le niveau ici aussi, qui est à peu près par ici, hein, on voit qu'il y a quelque chose en 1 heure. Bien arriver à passer également ce 1 heure-là, donc du coup... Si vous rentrez sur un trade à la cassure de celui-là, il y aura un petit épée partiel de sécu à venir prendre dans cette zone-là, ou en tout cas venir mettre son SL à break-even au cas où on se fasse rejeter dans cette zone-là pour revenir finalement ici. Mais en soi, perso, j'ai une target de 5600 sur Ethereum. Pourquoi ça ? Parce que ici on a une jolie correction également, même délire, c'est-à-dire si je considère qu'on va reproduire tout simplement cette montée-là à la suite de cette correction-là, hein, et encore une fois, là on peut parler de chartisme, on peut parler d'héliotisme, de ce que vous voulez, mais globalement j'ai une target autour des 5800 sur Ethereum si jamais on tient cet AQ. Pour moi il faut quand même tenir cet AQ. Si jamais on la perd... Par exemple, moi j'ai un trade sur Ether avec une entrée en ce moment à 3100. Est-ce que je coupe mon trade nécessairement si on perd ici cette trend là ? D'une certaine manière, le risque, on va dire, c'est de venir à refuser ici, faire une déviation en dessous de ça et remonter là. Donc j'aurais peut-être plutôt tendance à laisser respirer le trade et à me mettre plutôt autour des 3250 que de vraiment utiliser cette trend-là comme un critère d'aide à la décision graphique, si vous préférez. Total 3 contre Bitcoin. On a déjà fait pas mal de temps sur le technique. Vous voyez que c'est relativement propre, hein, également. Là, on a ce flag qui vient d'être pété. Donc du coup, on part sur la même idée. Idée qui pourrait être potentiellement, hein, encore une fois, c'est pas une certitude, mais de venir reproduire ce qui s'était passé là, au-delà du flag. J'aime bien, moi, que les corrections se valent. C'est-à-dire, vous voyez ici cette petite correction. On va zoomer un peu. Cette petite correction. Vous comprenez que là, je prends le mât de ce flag, hein, ou appelez-le un AB égale CD, appelez-le un petit peu comme vous voulez. Je prends le mât de ce flag comme étant, on va reproduire ce qui s'est passé effectivement là. Là, en l'occurrence, je dirais que j'ai le droit
de prendre un mât un peu plus important, c'est-à-dire aller en bas de ce qui s'est passé par ici. Pourquoi ? Parce que dans la temporalité, cette correction vaut bien celle-là, d'une certaine manière, plus que celle-ci, d'accord ? Donc du coup, je peux me prendre en bas de cette correction pour éventuellement prendre le mouvement impulsif suivant, d'accord ? Donc l'idée ici, c'est peut-être de se dire que, et ça se fait avec le temps et l'observation, etc., et ce genre de choses, mais pour le coup, la figure équivalente, si jamais je devais faire de l'Elliott Wave, on va dire la vague de la même temporalité, on va dire ça comme ça, serait plutôt comme ceci, et du coup si je fais, admettons, prenons l'exemple que ça c'est une 1, ça c'est une 2, ça c'est une 3, ça c'est une 4 et ça c'est une 5, d'une certaine manière je peux éventuellement me dire que la 5 viendra chercher ces zones là, ça correspond pas mal avec ce qu'on avait dit en target pour une épaule tête épaule inversée. Là je vais trop vite pour mon Mac. D'accord, une épaule tête épaule inversée qui était là, ça correspond très bien. Toutes les targets ici, je trouve, se valent un petit peu. Maintenant, on va pas rentrer dans le détail trop technique, mais imaginons qu'on soit dans une impulsive ici. En général, la 3 n'est pas la plus petite des vagues. Et là, en l'occurrence, on va vérifier si c'est pas le cas, mais j'ai pas l'impression. On prend à la serpe, on fait pas des comptes intermédiaires, etc. Non, ça va, la 3 est plus longue, elle est quasiment égale à la 1. Donc ici, ça voudrait nous dire quoi en prenant cette target-là? Ça voudrait dire que la 1 est égale à la 3, qui est égale à la 5. C'est ça qu'on est en train de dire, tout simplement. Même temporalité, vous voyez qu'on a quasiment les mêmes pentes également. Celle-ci était peut-être beaucoup plus agressive. Mais voilà un petit peu l'idée. On va voir déjà si ça pète ce niveau-là. Et bien sûr, la zone de rejet, vous le voyez très bien ici, que la zone de rejet, elle est là. Et auquel cas, à ce moment-là, on dégage vers le bas, ce qui est tout à fait possible. Bien évidemment, encore une fois, on n'est pas en train de faire de la prédiction de prix. On fait de la prédiction de prise de profit. C'est tout à fait ça. Aucun système ne permet de faire de la prédiction de prix. Ici, ce qu'on fait, c'est... On rentre sur un scénario et on dit quels sont les endroits où éventuellement on peut prendre profit. Comprenez bien que vous ne tradez pas le total 3 ici, mais vous regardez la tendance globale de toutes les altcoins hormis Ether. Le total 3 c'est... moi j'ai enlevé la stablecoin dominance, les stablecoins, mais c'est total moins Ether, BTC et stablecoin. Donc ce qu'on regarde ici, personnellement ce que je vois, et je vois ça depuis pas mal de temps, d'une certaine manière, c'est finalement un Ether qui souffre, mais peut-être pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il est peut-être dans une zone un peu accumulative pré-ETF, on ne sait pas ça encore, voilà, bien évidemment. Par contre, des alts qui fonctionnent pas trop mal. Voilà ce que je vois par rapport à BTC. À chaque fois, je divise par BTC. Moi, pourquoi je fais ça ? Parce que tout simplement... Si je n'ai pas intérêt à rentrer ni sur les alts ni sur Ethereum, autant acheter du BTC, si je veux être exposé à la crypto, bien évidemment, si je veux sortir. Mais là, on parle de passer ici risk-off, ici full risk-on, et ici moitié risk-on. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est que Ether semble souffrir. Est-ce qu'on est encore une fois dans ce délire d'accumulation pré-ETF sur Ethereum, c'est-à-dire que Ether souffre un peu plus tout simplement parce qu'il est en train de préparer une grosse news et que du coup il est dans sa phase de préaccumulation et qui va péter, c'est plutôt mon avis, c'est-à-dire que encore une fois je m'attends à un Ether BTC sur le fond qui va rebondir sur ce support là. Maintenant je dis attention, c'est pas parce qu'on est sur support que le support va nécessairement rebondir, mais voilà, tout est rotation, tout est une histoire de rotation entre guillemets. Pour le moment ce qu'on voit c'est plutôt une rotation Bitcoin vers les alts que Bitcoin vers Ethereum et ensuite vers BTC. Donc il faut pas trop rester dans les... Parce que normalement en général ce qui se passe c'est que vous avez une rotation vers les alts et ensuite vous avez une rotation vers ETH et ensuite vous avez une rotation vers les alts, et en l'occurrence pour le moment c'est pas tellement ce qu'on voit. La Bitcoin dominance, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi, est-ce qu'on passe risk-on ou risk-off sur ce marché ? Pour le moment on latéralise entre 53 et 54%. On espère un rejet là-dessus pour aller plus bas, pour donner du jus à Ether justement et les alts, mais pour le moment on tient tout à fait bien la tendance haussière qui est celle-ci. Ce petit range s'inscrit dans un plus gros range, duquel on est peut-être plutôt en haut. Attention, si on pète ça à la hausse, du coup on va aux 60% de dominance sur Bitcoin, au travers du momentum qui est insufflé par les ETF spot, en grande partie, et potentiellement du halving, de la news pré-halving. On a le sentiment ici en ce moment que
le marché a appris de ce qu'il s'est passé avant, et il est peut-être en train de pricer le halving avant le halving. Mais d'un autre côté, oui, donc soit ça, c'est 60% de dominance sur Bitcoin. Un rejet et une perte de cette trend-là, c'est à minima revenir à 51 et peut-être enfin donner de la place aux alts en pétant vers le bas, tout simplement. Ne considérez pas qu'on est dans une alt season, ça n'est pas le cas. En ce qui me concerne, personnellement, je considérais qu'on est dans une alt season quand la BTC dominance va baisser. On avait ici un signal quand même à la perte de la trend historique sur la BTC dominance, qui était à l'augmentation depuis un paquet de temps, qui avait d'ailleurs pété son range, pour le coup, vers le haut. Et on a perdu cette trend, ça a été très violent. Ici, on a eu une belle appréciation des alts contre Bitcoin, puisque Bitcoin a perdu de la dominance, il a laissé de la place aux altcoins. Attention, on est venu retester cette trend. Ici, on est revenu, on a trouvé support par ici. Et pour le moment, on reste dans une tendance haussière qui peut nous dire... Attention, je m'apprête à péter ce range-là par le haut également, 60%. Ou alors, attention, je trouve ici mon top, au travers de ce range. Je trouve mon top et du coup, je dégage vers le bas. Pour le moment, mais c'est un peu tôt pour en parler aussi, peut-être une structure en diamant ici. Et encore une fois, il faudrait que ça rejette sur le top. Qu'est-ce que nous dit une structure en diamant? Si jamais on la perd ici par le bas, attention. Là. Pardon. Ça y est, j'en suis à la phase où je tousse. Donc il faudrait perdre ce support et perdre un petit peu toute la structure. Elle nous dit retour tout en bas finalement de ce point-là, c'est-à-dire à minima 49% sur un top en diamant. Encore une fois, c'est un peu tôt pour en parler. Ça ressemble un petit peu à ça, mais il faudrait que ça rejette pour que ça soit le cas. Sinon, on casse le range et on en sort par le haut. Donc voilà. Est-ce que vous allez avoir une alt season tout de suite ? C'est possible, il faut juste que ça rejette sur le haut de range ici et que ça vienne péter le bas de range, tout simplement. Stablecoin dominance, on va pas la faire aujourd'hui, on est déjà à 27 minutes, ne serait-ce que sur une analyse technique. J'en profite pour vous dire de mettre un like si le contenu vous plaît. En plus, j'ai pas mal de news aujourd'hui. On va faire le tri, tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le Twitter de la chaîne. Oui, alors on a Coinbase hier qui, en fait, au travers de son procès, Coinbase avait finalement attaqué la SEC pour finalement dire que on était un petit peu sur du côté de la SEC de l'acharnement. Et en fait, le juge a considéré, un peu en comparution immédiate, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais voilà, eh bien que le procès de la SEC était OK. C'est-à-dire que, effectivement, on peut estimer que Coinbase, au travers de sa mise sur le marché de securities, sans avoir auparavant soumis les documents à la SEC pour le faire, était fautif. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Coinbase. Je crois que l'action Coinbase a perdu 3 ou 4% sur le moment. Les gars de Coinbase ont l'air très confiants sur le fait que, malgré le fait qu'il y ait ce procès, de toute façon, ça va continuer ici dans le bon sens. Mais, bien évidemment, ça n'est pas une très bonne nouvelle. En revanche, au travers de ce procès, on a eu aussi une information comme quoi Ethereum, Litecoin et Bitcoin étaient considérés comme des commodities à la base, donc pré-ICO. Puisque c'était un petit peu ce que nous avait dit la jurisprudence Ripple. Donc du coup, ici, on a de la bonne et de la mauvaise news là-dedans. C'est quand même principalement une mauvaise news, surtout pour Coinbase, bien évidemment. On a la fusion proposée de Fetch AI, Singularity et Ocean Protocol. Singularity, donc voilà, l'idée c'est Singularity, c'est Agix, je crois, oui c'est ça. Et donc du coup, les trois vont fusionner pour créer un petit peu un géant de l'intelligence artificielle. Ça va se faire au prorata du prix des tokens et de leur market cap en fonction les uns des autres. C'est intéressant d'avoir ici cette fusion-là. Ça va créer un plus gros projet. Maintenant, j'ai pas les tenants, les aboutissants, j'ai pas la roadmap, si vous voulez, de cette fusion pour le moment. Qcoin qui fait face à des retraits assez massifs. On avait déjà traité ce sujet hier. Pour moi, Qcoin, c'est la SEC, j'allais dire, le procureur aux États-Unis est en train de les mettre un petit peu dans le cas qu'avait eu Binance, c'est-à-dire que ça va probablement donner lieu à une assez forte amende. Fidelity qui
donne son S1, c'est-à-dire il demande à ce que à remplir un ETF spot sur Ethereum. Fidelity, c'est 4,5 trillions. À peu près la moitié de BlackRock, mais c'est déjà un géant, hein, tout simplement, et ils ont déjà leur ETF BTC spot. Hier, les ETF avec les inflows, on a 243 millions d'inflows, et dans ces 243 millions, une sortie sur GBTC de 300 millions. Globalement, on voit que iBit a fait une très belle journée hier, et on a ARK Invest aussi également qui a fait une très belle journée. Fidelity qui avait un très bon momentum sur les derniers jours, vous le voyez, a très peu d'inflow sur la journée d'hier. 243 millions, c'est bien. Je sais plus combien on avait fait avant-hier, il me semble que c'était dans les 400 millions. 418 millions, donc il y a un léger ralentissement par rapport à avant-hier, mais c'est de l'inflow qui revient. Donc du coup, c'est très bien. Là-dessus, on va passer sur cette news, c'est plutôt de l'aspect philosophique, on va dire. Larry Fink qui dit que même si ETF est considéré comme une security, ils lanceront quand même leur ETF spot. Et oui, c'est ce que j'avais expliqué aussi, parce que je vois des choses passer comme quoi... Si jamais c'était une security, ça remettrait en cause les ETF, et vous comprenez ici que ça n'est pas le cas, parce que faire une security avec une security, ça n'est pas un problème, c'est même, enfin faire une security, c'est-à-dire un ETF avec des securities, c'est même le propre des ETF, on peut faire des ETF avec des commodities, avec des securities, avec tout ce qui existe. La question c'est qui est compétent pour en juger. Donc du coup, si vous faites les choses bien avec la SEC, si vous faites avec de la security, et si vous faites les choses bien avec la CFTC, si vous faites avec de la commodity, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, un ETF, ça se passe toujours avec la SEC, parce qu'un ETF, c'est toujours une security. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais quand même déjà dit en disant finalement que ETF soit une security ou une commodity, c'est pas vraiment un FUD. Et là, Larry Fink vient confirmer, hein, bien sûr, cette histoire. La question ici, c'est qu'est-ce qu'il en est du staking ? Qu'est-ce qu'il en est également de l'ICO d'Ethereum, puisque Ethereum avait eu une pre-sale au départ. Est-ce qu'ils vont prendre une amende par rapport à ça ? Et c'est peut-être pour ça que la fondation Ethereum a été poursuivie dernièrement. Toutes ces choses-là, elles sont un peu dans le flou juridique, entre guillemets. Là où Bitcoin, étant décentralisé, n'a pas de flou juridique, puisque c'est open source, hein, donc c'est impossible d'attaquer quelqu'un sur quoi que ce soit sur Bitcoin. Donc du coup, on voit ici des choses se mettre en place, mais par contre Larry Fink qui dit que de toute façon cet ETF sera envoyé sur le tapis, même si éventuellement il est repoussé. On est sur mai maintenant sur les ETF spot, en dernière deadline, il n'y aura pas de refus, il y aura que des... on va que repousser, il faut comprendre ici, je crois que pour BlackRock, c'est 99,8% des ETF qui sont acceptés, c'est les maîtres en la matière. Je pense que même en mai, les ETF spot seront acceptés. Maintenant, les gens qui sont des pros de l'ETF ont tendance à dire qu'on est plutôt autour des 30% de chances qu'un ETF soit accepté. Voilà, il est possible qu'on fasse partie des 0,02% d'ETF chez BlackRock qui sont refusés. Beaucoup de news autour de BlackRock aujourd'hui. Et là, c'est pareil, c'était plutôt de l'ordre philosophique, mais Larry Fink qui nous dit qu'il n'aurait jamais prédit un tel engouement pour les ETF spot et que les masses veulent du BTC. Et c'est ce que je disais aussi, c'est effectivement une grande force d'Aladin, hein, l'intelligence artificielle de BlackRock, c'est de sentir les tendances. Et du coup, j'avais fait un sujet il y a 18 mois sur Aladin. Je pense que c'est 18 mois, c'est peut-être même plus, je sais pas. Et je peux éventuellement faire une mise à jour de ce qu'il se passe. Si éventuellement ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Et aujourd'hui, c'est visiblement le jour où la première sentence pour Sam Bankman-Fried va sortir. Donc voilà, c'est intéressant. Et je le répète, n'hésitez pas à vous affilier sur les liens de la chaîne, puisque tout cela est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ici, on va passer sur Wall Street Journal. On passe également, puisqu'on a traité tout ça, on va passer aussi là-dessus. Demain, beaucoup d'expiration d'options, mais on va passer aussi, puisqu'on en a déjà parlé sur la vidéo d'hier et d'avant-hier. Ici, même chose, hein, on en a déjà parlé également. Pareil, on passe là-dessus. DL2 sur Bitcoin, hein. Ici, SBF aujourd'hui, pareil, on va passer. Donc désolé hein, sur les news, à proprement parler, on va dire qu'on a fait le job avec Twitter. Demain sera le jour de PCE, c'est-à-dire Personal Consumption Expenditures, c'est-à-dire tout simplement
qu'est-ce qu'il en est par rapport aux chiffres de l'inflation aux États-Unis sur le mois de février. Donc c'est un peu vieux, on a déjà eu le CPI, je m'attends pas nécessairement à ce que ça provoque une énorme volatilité, sauf si les chiffres sont vraiment dissonants par rapport à ce que nous avait dit le CPI autour du 12. On aura en revanche, vous le voyez, ça j'avais pas vu avant, un discours de Jérôme Powell également. 11h30 Eastern Time, ça doit nous donner en ce moment, on va changer d'heure bientôt, mais là c'est pas encore le cas. Donc on a 5 heures avec les États-Unis, ça va nous donner 16h30 ici. Si j'ai fait une erreur dans mon calcul, dites-le en commentaire, mais je pense que c'est là-dessus. Les liquidations. On liquide hier 231 millions, c'est une journée plutôt péchue. Vous le voyez, c'est assez intéressant. On liquide plutôt du long sur Ethereum et plutôt du short sur Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. Par ailleurs, la map est plutôt verte, donc on a plutôt liquidé du long sur la totalité. Vous avez vu cette raquette de liquidation, donc c'est ça qui nous donne aussi un petit quelque chose sur le sentiment, hein, puisque, encore une fois, on a eu cette raquette de liquidation. Carnet d'ordre. Excusez-moi. Alors, carnet d'ordre, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les ordres à la vente ici ont été pris. Il y en a certains qui sont ravisés juste avant. Mais pour la plupart, je pense qu'on a été pris, oui. Oui, ça a l'air d'avoir touché un peu partout. Hein. Ouais. Les gros ordres à l'achat, dont une bonne partie a été touchée également. Pour le moment, certains ordres se sont ravisés ici. On a quelques ordres qui étaient rentrés ici, mais qui ont été annulés. Carnet d'ordre plutôt vide à la hausse, puisqu'on a mangé ça. Vous voyez que ça nous a repoussé d'ailleurs, mais il y avait certainement une volonté bien sûr de le manger. Et puis ici, même chose. Il faut bien comprendre ici que il y a diverses forces qui agissent hein, sur Bitcoin. Notamment ici, on peut avoir quelqu'un qui considère que il a envie d'acheter ces BTC-là à ce prix-là, c'est-à-dire qu'il pousse le prix pour aller chercher les ordres de vente, et puis derrière, finalement, il arrête d'acheter, donc du coup, il vient chercher d'autres ordres d'achat en bas. On peut considérer également que celui qui veut vendre ici peut éventuellement, si le carnet d'ordre est vide, hein, il faut que le carnet d'ordre soit vide pour ça, mais acheter un petit peu pour que ces ordres de vente soient touchés, hein, tout est possible ici. Maintenant, en tout cas, on voit que ici, c'est quand même des gros ordres, hein, on n'est pas sur du petit joueur. C'était pour moi surtout de la liquidité qu'il y avait à prendre dans cette zone-là. C'est-à-dire que, on l'avait vu hier, hein, notamment, il y avait sur la liquidité, donc les marchés en levier, hein, ce que j'appellerais ici les liquidations à prendre. Il y avait quelque chose à prendre en haut et en bas, et en l'occurrence, vous voyez qu'on a fait les deux ici, donc c'est plutôt propre de ce côté-là. On était monté à 0,056 de funding, on est désormais descendu à 0,036. Ça sous-entend une certaine forme de prise de profit de la part des longues, mais également une certaine forme de short en haut. Hein. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on décale ça ici. On a effectivement du short en haut. En revanche, ici, vous le voyez, j'avais du short d'ailleurs même là-dedans, hein, mais on va l'enlever puisqu'il a été pris. Et là, je continue à longuer alors que la structure est en train de remonter. C'est très léger, mais notamment ici. Donc personnellement, je mettrais aussi un niveau de long à venir prendre là. Pas forcément le bas, mais 69 ici. On va le mettre en 1 pixel parce qu'il n'est pas énorme. Et voilà, on va partir là-dessus pour les marchés en levier. Quels sont les endroits à venir chercher? Peut-être potentiellement un petit peu des deux ici. La demande au spot qui se reprend bien, vous le voyez ici sur le CVD. On est plus haut que ce sur quoi on était hier. Des spreads positifs et des achats market qui sont pas non plus incroyables. Les bulles de liquidité. Alors, on voit très bien la raquette de liquidation ici. Et elle est propre. Ce qu'on voit très bien ici également, c'est que quand on fait cette raquette de liquidation, il y avait beaucoup d'argent là ici à prendre dans les deux sens, on vient les chercher, hein, tout simplement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans cette descente, j'ai quand même pas mal de shorts qui sont rentrés, mais par contre que sur la montée, j'ai assez peu de longues qui sont rentrées à l'inverse. On est venu chercher, nous on avait dit 68,5. C'est à peu près ce qu'on est venu chercher. À un moment, j'avais dit peut-être 68, peut-être un petit peu plus bas. 67,5, 68. Bon, le prix a donné 68,5 et derrière, il s'est bien repris. À ce stade, pour le moment, on aurait une grosse liquidation à prendre autour des 70. Mais vous voyez que le marché a été plutôt shorter sur cette descente, ce qui lui permet tout simplement de se remettre un petit peu. Et voilà. Mais en gros, ici, on avait des choses à prendre en haut, des choses à prendre en bas. Hier, on avait dit, attention, on pourrait peut-être faire une forme de raquette. Et c'est ce qu'on a fait. Hein.
Personnellement, je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, c'est-à-dire en bas avant, puis en haut après. Mais maintenant, la difficulté, c'est pas... la difficulté, c'est la direction. Même chose sur Ether, on a super bien nettoyé ici, en venant prendre 3400, vous le voyez. J'ai un peu moins de short sur la fin de structure ici, et j'ai peut-être... ouais, j'ai une belle boîte de liquidité ici jusqu'à 3600, mais c'est à peu près le même délire sur Ether. J'ai, vous le voyez ici, d'ailleurs, je suis passé en delta négatif, en shorter longueur sur les 5 derniers jours. Sur Bitcoin, on a quand même un peu plus de longueur, donc attention aussi à ça. En tout cas, la liquidité est peut-être plus salvatrice sur Ethereum pour aller vers le haut que sur Bitcoin. Quand on regarde la 7 jours, on vient de créer une belle poche de liquidité à 68 150, donc attention à ça. C'est un peu là que se situent les 0,036% de funding qu'on avait précédemment. A l'inverse, on vient de créer une belle boîte de liquidité aussi sur la 7 jours, autour des 73 000. On a plus de monde ici en dessous que au-dessus, ou en tout cas si jamais on devait dézoomer un petit peu en termes de temps, hein, puisque c'est ça l'idée. Avec un funding à 0,03, on peut peut-être estimer que cette poche a quand même du monde à l'intérieur. Ce qu'on veut maintenant, c'est que les longues prennent profit, c'est-à-dire que le sentiment soit dégradé et qu'on ait des shorters qui reviennent. Ce qui semble un petit peu être le cas depuis le dip dernier, depuis le dip d'hier, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de ça en termes de liquidité. Même chose sur Ether, j'ai pas regardé le funding sur Ether, mais alors là, on n'est pas sur Ether. Est-ce que c'est... hop. Sur Ether, on est sur un funding autour des 0,051. J'ai une structure qui descend, mais j'ai un funding qui n'est pas nécessairement en train de descendre non plus. Donc là, pour le coup, bon, j'ai une structure basique qui monte et un funding qui monte, mais sur la fin de structure, ici, on aimerait bien voir... On est très légèrement en dessous, hein, mais on est en dessous au niveau du prix aussi. Plutôt du monde en longue, hein, peut-être sur Ethereum, en tout cas au vu de ma manière d'analyser, qui n'est pas forcément celle de iBlock. On va sur le prix, on fait une conclue pour cette vidéo. Alors pour moi, le rebond sur la trend jaune est très propre. Je parle bien sûr de celui-ci. Il remet en revanche un petit peu en cause, si on avait gardé ici le momentum de la trend orange, hein, ici, et qu'on avait rebondi ici et qu'on avait continué, à ce moment-là, on avait bien cette idée de parabole, c'est-à-dire j'ai une trend qui s'accélère, d'accord? Pour le moment, on enfonce quand même le momentum de cette accélération-là, hein, on l'a vu au travers des ventes, notamment sur les ETF, etc., toutes ces choses-là. Pour le coup, on a quand même bouffé une bonne partie de la liquidité qui était là, hein, là-dedans. On en garde, on garde l'œil sur cette boîte de liquidité qui se trouve ici, puisqu'on a vu qu'elle existait. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le funding finalement se reset bien, c'est-à-dire que le prix nous donne finalement à un moment donné de la prise de profit de la part des longues qui sont rentrées là assez rapide, mais également eh bien des shorts qui viennent à shorter ça assez fortement. Ce qui dans un premier temps peut nous donner un petit rejet, et là ici voilà on crée les conditions d'une belle poche de liquidité au-dessus, elle existe déjà mais on la renforce encore plus, et là on en vient à péter le range finalement par le haut, hein. Assez souvent c'est les shorters sur trading de range qui permettent la sortie d'un range par le haut ou par le bas. Pardon. Donc voilà, depuis qu'on a commencé la vidéo, on avait parlé de la ligne jaune, le niveau jaune et le niveau orange. Pour moi, le jaune est pété là. On peut éventuellement le remonter un petit peu, notamment dans cette zone-là, voilà, pour essayer d'avoir des confirmations plus importantes. Personnellement, c'est pas ce que je vais faire. Je vais l'enlever, hein, carrément, et je vais me baser sur ce 4 heures là. Pourquoi le 4 heures ? Le 4 heures, il a une antériorité par rapport au prix à la structure précédente. Et c'est ça que moi, je trouve ça super intéressant d'avoir ça. Donc du coup, le 4 heures qui est là me donne effectivement le signal qu'en 4 heures, on n'a jamais ouvert et fermé une clôture au-delà de ce 4 heures là, hein. C'est toujours le même principe. Pour le moment, on vient d'en faire l'ouverture en dessous, donc je vais devoir attendre, là il est 10 heures, cette bougie elle a commencé à 9 heures, elle va se terminer à 13 heures, et j'attendrai l'ouverture clôture de la suivante. Pour le moment, ça va être juste un signal pour moi, hein, ce genre de choses qu'on le casse, donc ça va être un signal qu'effectivement on se dirige plutôt par ici, hein, à minima vers le haut de ça, comme on en a parlé tout à l'heure, mais
Mais ce signal me donnera quand même, me confortera dans l'idée que mes trades restent dans le bon sens. En revanche, un rejet, et je peux pouvoir me dire, bon, attention, ce 4 heures rejette, donc du coup, je suis peut-être pas dans le bon scénario. Vous voyez que d'une manière générale, si je regarde cette structure-là, et notamment dans la TF 4 heures, et c'est pour ça qu'on a ce niveau 4 heures qui est ici, j'ai souvent des prises de liquidité des shorts, mais le prix se remet. Vous voyez les mèches ici. Cette structure, à part cette mèche-là, celle-ci, nous propose assez peu de mèches de rachat en bas. Ok, elle nous propose plutôt des mèches de revente en haut. C'est pour ça que je veux voir ce 4 heures ne plus être des mèches, mais être un mouvement pérenne, c'est-à-dire quelque chose qui s'installe dans une time frame de 4 heures au-delà de ce niveau-là. C'est pour ça que moi je pratique beaucoup, et sur Bitcoin c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, cette idée de temporalité de la mèche et de la liquidité. Voilà, on va descendre sur le 5 minutes quand même pour dire éventuellement si on a un petit quelque chose à regarder, mais bon, pour le moment, on va dire qu'on a cette petite accélération là ici, mais ça reste du 5 minutes, c'est pas la fin du monde si on le perd. Petite accélération ici, donc on a une trend jaune qui s'accélère, qui s'accélère très légèrement quand on est là, on va y arriver. On a une trend jaune qui s'accélère très légèrement quand on est là, qui là s'accélère un petit peu, qui là s'accélère un peu plus. Ce qu'on veut, c'est peut-être garder un petit peu de cette accélération. En tout cas, c'est propre sur, je trouve, ce rebond-là, et ce rebond, on va dire, en bas d'expansion, finalement. Parce qu'on ne va pas parler ici de distribution ni d'accumulation, on peut juste parler de compression ou d'expansion. On va voir si tout ça se met en place, encore une fois. Pour moi, si on pète donc le 4 heures, on a notre signal qu'à minima, on se dirige par ici, enfin quelque part sur cette droite-là. Ensuite, si on fait une forme de rejet là-dessus et une rotation partielle, et que là, on le casse, pour moi, c'est 76. En tout cas, de ce que nous disent, entre guillemets, la structure. Ce que peut nous dire la structure. Pour le moment, en tout cas, on est sur un prix qui stresse. Concrètement, c'est ça une expansion. On va dire, ça c'est un signal de stress, d'accord? Et ça c'est un signal d'indécision. Une compression serait un signal d'indécision, une expansion est un signal de stress. Donc le prix stresse un petit peu, on va le laisser stresser, et puis c'est très bien. Et en soi, voilà, surveillez bien, encore une fois, on va voir s'il y a des choses qui se mettent en place dans des plus petites TF, etc. J'ai une telle imbalance ici, que j'ai pas vraiment de niveau, vous le voyez ici sur la descente. Il y en avait un petit ici, là, mais il a été passé. D'accord. Est-ce qu'on peut voir dans la structure des choses intéressantes là-dedans? Non, pas tellement. Ici, on n'avait pas toute cette mèche. C'est cette mèche-là ici qui gêne un petit peu l'histoire. Donc encore une fois, on part du principe que le prix est en train de stresser, et que la psychologie du prix, c'est ça, c'est du stress, c'est-à-dire panic sell, panic buy, etc., et prise de liquidité, surtout. C'est ce qu'on a vu. Hier, on a entre guillemets prédit ce mouvement parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de pognon au-dessus et beaucoup de pognon au-dessous, mais surtout beaucoup de pognon au-dessous. Il y avait quelque chose à venir faire sur les 68,5, c'était relativement évident, et ça depuis 2-3 jours. Donc voilà, en soi maintenant c'est fait. La question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir là, ou alors est-ce que un sentiment dégradé va faire que les gens qui étaient là vont sortir de leur position, et pour ça, pour moi, il faut regarder le funding. Ne pas trop oublier le CME qui pèse de plus en plus quand même dans la manière de trader Bitcoin, et qui lui n'a pas de funding. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre ici en compte que c'est là. Prendre en compte que le CME, les institutionnels, etc. prennent de plus en plus de place. On est à 1,5 fois ce qu'a Binance à peu près, en termes d'open interest. Bon, maintenant, ça reste quand même... Sur le fond, on est à peu près à... il faudrait faire le compte pour voir. C'est peut-être d'ailleurs à un moment donné dans les... Non, on n'a pas de pourcentage ici. Si, 30% BNB rate. Si, voilà, 30% du marché total est drivé par le CME. Et tout le reste, les 70% qui restent, sont drivés par effectivement ce qu'on regarde, c'est-à-dire les fundings, etc. Pour le CME, le seul outil d'analyse qu'on a, c'est le COT, mais il sort effectivement qu'une fois par semaine. Et on a effectivement aussi l'analyse des spreads. Analyse des spreads qui en ce moment est plutôt positive, c'est-à-dire qu'on aurait un CME qui serait plutôt long quand même, puisqu'on a des spreads qui sont positifs, c'est logique. On va voir ça, encore une fois, comment tout ça se met en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire.
J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, aujourd'hui, on va parler de... c'est quelque chose que j'aime bien demander en vidéo, mais on va parler de vos passions. Alors, c'est peut-être une question que j'ai déjà posée, mais je vais essayer de la tourner autrement pour que ça reste intéressant. Bon, vous êtes probablement, si vous arrivez à suivre des vidéos de 48 minutes, 50 minutes sur Bitcoin, quand même relativement passionné par la crypto et ou le trading. Quel est votre deuxième champ de passion? Qu'est-ce qui vous, quand vous le pratiquez, qu'est-ce qui vous donne des papillons dans le ventre, ou vous donne envie de le faire, ou vous permet tout simplement de, quand vous le pratiquez, ne penser à rien, enfin, ne pensez que à ça. Voilà, ça sera ça ici, ça sera ça la question du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.